Salut tout le monde, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Bon alors, avant qu'on commence cette nouvelle émission, tu vas en bas, t'appuies sur abonner, comme ça tu t'abonnes, tu loupes aucune vidéo dans le carré. Et la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu des prochaines vidéos. Donc tu mets les deux, voilà. Allez bisous, je t'aime et bonne émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loïc, bienvenue pour votre émission de débat, 4 débats et un confinement. On est très heureux de vous retrouver, merci du succès de l'émission. Aujourd'hui, je me retrouve avec un casting 5 étoiles et Adrien Guillon qui vit dans sa voiture. On va commencer par la plus belle, la plus talentueuse d'entre nous, Poker Report, vous allez voir son excellent site. Salut ma Florence, ça va ? Salut! Il est un nouvel invité, il a pris des millions et il vous expliquera comment on fait ça parce que moi j'arrive pas à prendre 100 €. C'est monsieur Julien Martini. Salut mon Julien. Salut Loïc, bonjour tout le monde. Enchanté que tu sois là. Il a pris aussi quelques millions. Il fait partie de la team ATM de Poker Academy, monsieur Benjamin Chalot. Salut. Vous l'avez déjà vu dans une autre émission, c'est le big boss de notre serre. Il vous en parlera, monsieur Romain Haussmann. Bonjour à tous. Il est de retour et ça vous fait plaisir. Il est beau, il n'a pas lu les sujets de l'émission, c'est Batmax. Salut tout le monde, salut Loïc. Enfin, il cherche un T2 ou peut-être un T1 tant que le loyer n'est pas trop cher. C'est Adrien Guillon. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous avoir, messieurs et mademoiselles. Je suis très heureux d'avoir ce sublime casting parce qu'aujourd'hui, on va parler d'argent. Vous avez tous, chacun à votre manière, fait un one-time. Des fois, c'est en centaines de milliers, des fois, c'est en millions d'euros. Et aujourd'hui, on parle d'argent, on parle gros buy-in et on parle gros gain. La première question, toute simple. Comment est-ce qu'on gère un one-time pour la suite de sa carrière quand on en a fait un ? Et pour ça, je vais démarrer par un monsieur qui a fini deuxième du PSPC PokerStar. Il a pris presque 3 millions, c'est pas mal, 3 millions, c'est déjà 3 millions de plus que moi. C'est monsieur Julien Martini. Alors bon Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette question ? Alors, donc, la question est vraiment vaste et je vais y répondre par 2 points, c'est personnel et professionnel. D'un point de vue professionnel, donc évidemment, quand on fait une perf comme ça, tout le monde nous reconnaît. Et par la suite, il va falloir s'adapter, adapter notre jeu, jouer éventuellement plus tight. Les gens ont vu des bluffs, les gens ont vu que j'étais un petit peu foufou. Et vraiment, ça a été un vrai changement dans comment est-ce que je suis perçu à ma table, comment est-ce que les autres me voient, comment est-ce que mes d'autres joueurs pros vont essayer de s'adapter à moi. Et en ça a été pour moi, vraiment, ça a été la chose qui a le plus changé après cette perf. Ça a été... Voilà, ça a été, mes cartes ont été révélées, tout le monde a vu cette TF ou presque tous les joueurs de poker. Comment est-ce que du coup je dois moi-même m'adapter pour essayer de continuer à gagner des sous. Donc ça c'est un point et pour moi c'est vraiment le plus gros point, c'est grosso modo la notoriété que tu peux avoir à une table et tu n'es plus le grinder méconnu dans ta chambre qui a un peu travaillé les spots mais les gens ne savent pas trop, etc. Après, il y a le point de vue personnel, et donc là, c'est l'argent, et je pense que c'est ça qui t'intéresse dans ta question. Les deux. Alors, moi, personnellement, je jouais déjà en high stake, et ça a été, pour moi, donc, le moyen de me révéler au grand public, entre guillemets, même si quelques mois avant, j'avais gagné un bracelet, ce qui avait fait un tout petit peu parler de moi en amont. Et en fait, ça a permis vraiment de démocratiser un petit peu ce que je faisais, essayer un petit peu de casser les mythes qu'il y avait autour du high stake, que ça soit en cash game, que ça soit en tournoi. Ça a été également, voilà, j'ai été, on m'a demandé dans plein d'interviews, que ce soit sur RMC, sur Live Poker, maintenant Loïc, tu t'occupes aussi un peu de ça. Ça a été pour moi vraiment un moyen de dire aux gens que c'était possible. De dire aux gens que si vous travaillez, que vous avez envie, vous pouvez le faire. Donc voilà, personnellement, ça a été une manière de démystifier un petit peu ce monde-là et d'un petit peu faire rêver les gens et de dire que voilà, c'est vraiment possible si tu veux. Au niveau de l'argent, pour moi, pour ma part, ça n'a pas changé ma vie. Je pense que vraiment ce que les joueurs de poker doivent comprendre, c'est que le plus dur, c'est de passer de 0 à 100 000 euros, ou 0 à 150 000 euros, ou vraiment c'est la première étape. Ensuite, finalement, je sais pas pour les autres, et ils répondront sûrement,
Mais finalement, ce que tu fais, ta journée, ton rythme de vie, vraiment tout ce qui va autour et dans ta vie en fait ne change pas. Et il faut vraiment un palier supplémentaire pour que, voilà, pour que ma vie change. Par exemple, là, malgré mes résultats, je vis en colocation et ça me permet, bah, voilà, d'échanger. Je suis avec un autre joueur professionnel, ça me permet d'échanger, de toujours avoir ces relations de on veut toujours devenir meilleur, on veut toujours essayer de s'améliorer, d'apprendre. Donc, voilà, ça a été beaucoup d'argent, ça m'a permis de faire des placements financiers, ça m'a permis de me mettre à l'abri pour toujours, mais néanmoins, ça n'a pas été ce qui a été le plus important en termes d'argent dans ma vie. Je pense que le premier buy-in en NL1K que j'ai pris a presque été plus important que ce tournoi-là, ce qui est vraiment bizarre de dire ça, mais c'est le plus dur, c'est le début, les gars. Voilà. Benjamin, toi, tu as juste gagné le parti poker Million Online 2, Chop. J'ai chop. ouais, pareil, 2, ne sois pas modeste, 2,2 millions d'euros, énorme, la plus grosse perf pour un Français online. Alors toi, justement, comment on fait avec ce one time? Bah, le plus dur, moi, je trouve, c'est... Enfin, le plus important aussi, c'est de rester humble et assez calme après une grosse perf. Et quand je dis grosse perf, c'est relatif, parce que moi, je l'ai vu, ça fait 5 ans que je joue en MTT, et ton one time, il augmente au fur et à mesure. Et je me rappelle quand j'ai commencé, mon erreur que je faisais, c'était de jouer... trop plein de confiance et de jouer beaucoup trop cher. Donc maintenant j'ai appris à gérer ça et ouais, à garder la tête froide et comme je le disais, j'avais une année difficile avant cette perf et avant la perf j'avais pour objectif en fin décembre, janvier de vraiment regarder mon jeu de manière objective et voir où je leakais ou quoi que ce soit et je pense que c'est ça le plus important, comme ça a été mentionné avant, de garder la tête froide et continuer de taffer pour progresser. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu fais la perf, comme je viens de dire, tu te rends compte que ça y est, je suis là, et c'est pas le plus satisfaisant en fait. Le plus satisfaisant personnellement, c'est de tomber dans la zone quand je joue et de comprendre profondément, enfin pas chaque spot, mais une grande partie des spots, et tu te rends compte que c'est ça qui est important et pourquoi tu joues. Donc c'est bien, une fois que tu es là, tu te rends compte, ok, en fait, t'as rien à chasser, en fait, tu peux t'accomplir dans le poker tous les jours, même si t'as pas la grosse perf. Et puis c'est vrai que c'est le plus dur, c'est les premiers cas. Après ça peut snowball super rapidement. Donc ouais, je pense que c'est ça le plus important. Ok. Adrien, tu as... Reprécise, Loïc, l'exactitude de la question, s'il te plaît. Je voudrais savoir ce que vous faites après. Comment on continue dans le monde du poker après ce one time? Ce one time que toi tu as fait il y a quelques semaines, on était là, on a fait une fête d'enfer à coups de quiche Lorraine et de poulet mayonnaise. Tu as gagné le 2 millions week sur Winamax, tu as pris 137 000 euros. Alors toi justement, comment on fait? Comment toi tu vois ça après une aussi belle performance? Déjà, c'est une autre proportion que mes deux amis là, de ce soir, mais justement, tu parlais de comment on a fêté ça. Je pense que c'est déjà parlant, c'est une réponse un peu. C'est-à-dire que ça, on est resté les mêmes mecs, quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça change? La seule chose que ça a changé pour moi, en tout cas, c'était la sérénité financière, c'est tout. Parce que moi, alors après aussi la différence encore de vous deux, les gars, c'est que moi je me sens plus vraiment joueur. Là en l'occurrence je joue beaucoup parce que c'était le confinement et les séries, c'est particulier, mais moi dès que le déconfinement, dès qu'on est déconfiné, en vrai je vais rejouer 1 fois, 2 fois par semaine peut-être. Voilà, moi je donne surtout mes cours aujourd'hui, donc non, la seule chose que ça a apporté cette perf, c'était pas alors oui, j'ai reçu beaucoup plus de messages, beaucoup plus de demandes pour travailler, et puis plein de questions, etc., plein de choses, mais en vrai, non, moi, c'est juste, ça m'a permis de mettre un peu de sous de côté, ce que j'avais, entre guillemets, jamais fait de ma vie jusque-là. Bon, après, avec l'âge, justement, et le fait d'être un peu sorti de ce monde de joueurs à temps plein, voilà, justement, avec l'intelligence, maintenant, j'essaye de mettre un peu de sous de côté, et puis voilà, non, c'est surtout de la sérénité financière. Après, dans le jeu en lui-même,
non, c'est juste un énorme kiff. Évidemment, c'est un moment qu'on espère tous un peu. Peut-être on l'espère trop d'ailleurs, comme disait Benjamin, ce truc-là, on le cherche peut-être un peu trop. Mais voilà, moi, justement, il est arrivé à un moment donné où je l'espérais plus vraiment. Je vous dis, j'étais plus vraiment joueur à temps plein. C'est arrivé, c'était incroyable, c'était une semaine dingue parce que cette semaine-là, j'ai gagné tous les soirs et c'était juste fou. Ça s'est conclu par cette perf-là. Donc c'était juste dingue, mais voilà, ça m'a apporté juste un peu plus de sérénité financière. Romain. Enfin, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Romain, toi, tu as gagné le 2 millions Event Winamax, 174 000 €. Alors toi, comment on fait après une perf comme ça? Alors cette perf, déjà, elle date de septembre 2019, donc maintenant ça fait presque 6-7 mois. Alors pour ma part, je vais avoir un avis un peu différent de ce qui a été dit. En fait, le one time, c'est à mon sens une croyance limitante. En fait, c'est un concept qui a été créé par nos problématiques émotionnelles humaines qui veulent répondre en fait à des désirs profonds ou résoudre des soucis personnels. Et j'ai un problème avec ce terme-là parce que pour avoir accompagné pas mal de personnes aujourd'hui dans le monde du poker, et même en dehors du poker, parce que je fais aussi du coaching sur d'autres activités, à mon sens, en fait, le one time, c'est un gros bug de perception et les problématiques, elles peuvent amener de la dangerosité sur les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir des joueurs de poker qui jouent pour ces raisons-là et très souvent, enfin même dans la totalité des situations, en fait c'est des mauvaises raisons pour jouer au poker. Et si on arrive à supprimer l'existence de ce one time, bah, ça va beaucoup plus nous permettre d'augmenter la probabilité de réussir sur nos objectifs. Alors évidemment c'est un discours professionnel que je suis en train de dire. Celui qui est amateur et qui veut jouer au poker, qui a simplement envie d'avoir du plaisir, j'entends très bien qu'il joue pour un peu avoir son moment loterie, quoi, son moment plaisir comme on peut avoir dans les casinos ou même sur les paris sportifs. Donc du coup, j'aurais vraiment envie d'inviter un maximum de personnes à supprimer ce one time, ce qui permettra en fait au final de supprimer les attentes et les frustrations qui permettent en fait l'orientation d'objectifs plus performants et plus pertinents. Hein, ça nous permet en fait finalement de progresser beaucoup plus. Si on prend par exemple Nadal, Mbappé, Phelps ou voire même Steve Jobs, donc on n'est pas obligé d'être dans le monde du sport, on s'aperçoit qu'en fait toutes ces personnes-là ont eu finalement un one time, mais c'était pas un one time, c'était simplement la première étape, comme l'a très bien dit Julien, hein, c'est un peu ça, c'est la première étape pour pouvoir ensuite s'élancer concrètement dans des choses beaucoup plus sérieuses. Pour ma part, quand le one time est arrivé, j'ai dû avoir une dizaine, entre 10 et 15 situations, opportunités qui auraient pu me permettre d'avoir un one time, d'ailleurs beaucoup plus gros que celui que j'ai eu. Et c'est celle-ci qui s'est concrétisée. Et ce qui compte au final, c'est justement d'avoir la possibilité d'être le plus performant dans chacune d'entre elles, parce qu'on ne sait pas du tout laquelle va arriver. Ça aurait très bien pu être une autre. Et on peut se retrouver à déjouer, avoir une méforme, une sous-performance, et donc du coup finalement supprimer la possibilité de pouvoir générer ce profit. Batmax, toi le cas est un peu différent, t'as pas fait le one time, toi par contre tu mets du méchant gros buy-in, surtout sur les spins. Justement, est-ce que quand on joue en spin comme ça, on court après ce gros one time? Alors, plusieurs choses. Déjà, je voudrais rebondir sur ce que disait Romain. Moi, j'ai suivi ses consignes à la lettre, hein, parce que j'admire Romain, et donc je ne crois plus au one time. Hein, c'est terminé. Ça fait 10 ans que je joue, et pour l'instant, c'est pas quelque chose, effectivement, qui m'est arrivé. Non, ce que je trouve intéressant à souligner, et après je répondrai plus concrètement à ta question, c'est à quel point on fantasme tous sur ça, et sûrement en particulier, plus on est amateur, et plus on fantasme sur ça. Et au final, quand on écoute les discours de tous ces professionnels aguerris qui, évidemment, ont vécu ce moment, eh bien, on se rend compte à quel point, une fois qu'il est derrière, c'est vraiment réellement qu'une étape, quoi. Ça paraît vraiment être une finitude en soi pour la plupart des joueurs de poker. On imagine le one time et on se dit c'est bon, j'aurais accompli ce que je veux faire. Et en réalité, quiconque est passionné par le jeu, et on sent cette passion chez chacun d'entre vous, au final ne peut pas se contenter de ça. L'argent est presque insuffisant, et au contraire, cet argent n'est qu'un moyen pour atteindre son but, ses fins, c'est-à-dire ça c'est la deuxième question. Okay. T'avais qu'à me les envoyer. Je vous ai pas menti quand je vous avais dit qu'il les avait pas eu.
Voilà, c'est ça. Donc je referme l'argumentation, mais du coup, voilà, je trouve ça vraiment intéressant et les discours vraiment de chacun d'entre vous et sont vraiment, je veux dire, plein de matière pour la plupart d'entre nous. Je vais m'inclure du coup qui n'avons pas vécu ce one time. En ce qui me concerne en spin, du coup, oui, j'ai fait un certain volume quand même sur les spins 100, beaucoup moins malgré tout sur les spins 250 que j'ai au final très peu joué carrière. Et oui, on l'espère. C'est évident. Je dirais même que c'est une des choses qui m'a fait bifurquer vers le spin, c'est-à-dire que à l'origine, je jouais exclusivement en cash game jusqu'au mi-2017. Avec des résultats corrects, ça se passait bien. Voilà, je fais mon petit truc, super. Et je me suis rendu compte qu'en spin, j'avais une EV à peu près similaire, sinon supérieure à l'époque, parce que les tables étaient vraiment faibles. Mais avec cette possibilité qu'on intériorise fort, qu'on espère, d'avoir ce one time. Parce qu'en cash game, quoi qu'il m'arrive, ma progression et mes gains seront relativement linéaires, en particulier parce que j'ai fait le choix de rester en France et de jouer sur les rooms françaises. Donc même en termes de limite, en fait, je suis précisément limité. Là, en spin, forcément, tu fantasmes un petit peu sur les gros jackpots et ça a beaucoup participé finalement à mon changement d'orientation. Donc oui, on l'espère, on l'attend, mais un petit peu comme mes copains, je le vois comme ça serait un moyen de me conforter, de jouer plus cher, de me projeter aussi beaucoup plus facilement et sereinement vers le live, mais je vois pas du tout ça comme une fin, je vois ça comme un accélérateur qui, s'il arrive, serait merveilleux, bien sûr. Julien, Benjamin, dans vos deux cas, à vous, on parle de millions. Est-ce que quand même le terme million, il a une importance au sens, là, on passe le gap qui fait fantasmer tout le monde, même celui qui n'est pas joueur de poker. Est-ce que ça rentre en compte ou pas? Alors, moi je me rappelle la première fois que j'ai atteint 1 million en cash game, ça a vraiment été un jour vraiment spécial et malgré que c'était une session comme l'autre, vraiment on a célébré ça de manière vraiment folle et j'ai vraiment senti que, je sais pas, c'était peut-être un rêve de gamin ou quelque chose comme ça, mais j'avais vraiment mis une croix sur quelque chose que j'avais achevé dans ma vie, quoi, et ça a vraiment été quelque chose de spécial. Et donc évidemment, quand tu gagnes plus d'1 million en tournoi et quand tu vois le pay jump, je crois que c'est la 4e place ou la 5e place et qu'il y a 1 million, tu te dis ouais, c'est vraiment spécial. Et je voulais juste rajouter quelque chose quand même pour un tout petit peu nuancer nos propos, c'est que c'est quand même, je veux dire, avoir un one time, ça peut être un objectif, et notamment Romain par rapport à ce que tu disais. Et je prends l'exemple par exemple de Peter Eastgate qui avait gagné le main event il y a quelques années. Il a gagné le main event, et il a toujours dit, c'est voilà, moi je veux faire une perf dans ma vie et ça sera tout. Et PokerStars lui a fait signer un contrat d'1 an, il a réalisé son contrat et après il a arrêté le poker et il a donné une interview récente pour Card Player et en fait il expliquait qu'il était extrêmement heureux dans sa vie d'après poker. Donc voilà, c'est juste pour donner un exemple qui a un petit peu changé d'une autre. Mais voilà, mais pour la question du million, je pense que ouais, la première fois que tu dépasses 1 million sur ton compte bancaire, c'est vraiment cool. Après, ça rejoint la question d'après, c'est est-ce que c'est une fin en soi? Point d'interrogation. Ben, pour toi? Tu peux repréciser la question, c'est ouais. quand toi, vous avez atteint le million. Le million, c'est le chiffre un peu qui fait fantasmer un peu tout le monde, que ce soit un joueur de poker, mais même dans la vie courante, tu vois, le loto, etc. Est-ce que quand tu arrives à ces chiffres-là, il y a quand même une sensation particulière ou pas? Bah déjà, comme les gens ils le savent, j'avais pas à 100% du tout. Donc 1 million sur le compte bancaire, non, ou quasi pas, quoi. Et après, en fait, c'était surréel. Genre, j'ai suivi récemment les 3 dernières TF de Winamax. Et sur les Winamax Series. Et les chiffres me paraissaient plus réels. En fait, ils m'impressionnaient plus. Genre, j'étais plus excité pour... j'avais des gars qui y prenaient dedans. Ouais. J'étais plus excité pour eux parce qu'en fait, ça me semblait irréel, les chiffres. Et c'est juste... Je sais pas, c'est démesuré. Et sur le coup, pour moi, c'était juste un jeu vidéo. En fait, je réalisais même pas. Et moi, surtout, ce que j'avais comme objectif, c'était juste de passer la 12e place, faire la TF et de taper le meilleur score de la coloc. C'était surtout ça qui m'intéressait. Et après... En fait, sur le coup, je réalisais pas. Pour moi, c'était... comme mon frère me disait quand il m'avait suivi, c'était irréel. C'était juste un jeu vidéo. Et d'ailleurs, ça m'a pas mal aidé, je pense, parce que j'étais assez détaché et je m'en foutais un peu des résultats des mains, entre guillemets. Justement, c'est ouais. intéressant ce que tu dis quand tu dis que tu es détaché. Vous êtes tous, je pose la question à tout le monde,
Vous êtes tous complètement détachés de l'argent. À aucun moment, ça rentre en compte pour aucun d'entre vous? Non, mais Non? justement, tu vois, cette TF, pour moi, elle était trop démesurée et ça n'a pas changé des fois ma frustration que je peux avoir quand je joue une TF. La dernière fois, je me rappelle, j'étais très frustré de ne pas avoir gagné. Il y avait 40K à la win. Donc 40K à 2,2 millions, tu peux te dire, ok, il va pas du tout réagir. Et c'est pas du tout ça. Comme on disait, une fois que tu as atteint cette perf, tu te rends compte que c'est pas les chiffres qui comptent. En tout cas, personnellement, moi, c'est la compétition. Je veux finir premier. Je m'en fous qu'il y ait 5 000 ou 40 000 ou un M à la gagne. C'est juste, je veux gagner. Et si j'estime que je joue bien et que, par exemple, je suis pas récompensé, je peux être frustré. Donc, c'est pas vraiment le chiffre en lui-même. Pour moi, c'est plus la victoire, finir premier. Adrien, Romain? Ok, alors je voulais simplement revenir sur ce que disait Julien sur le fait que certains puissent en fait avoir cet objectif-là, c'est-à-dire comme Peter Gates sur l'exemple. En fait, moi je suis vraiment pas favorable à ce que les gens fassent ça et ça me fait penser en fait à le documentaire que tu as fait, Loïc, au final. C'était Un jour viendra, mais ça revient un peu à la même chose. Enfin, moi je sens le one time, tu vois. Et quand est-ce que mon one time va arriver? Et au final, je trouve que les personnes qui sont à l'intérieur de ce documentaire représentent bien la majorité des gens qui sont sur cet objectif de one time. Et donc, du coup, au final, ils jouent pour essayer de réussir quelque chose où ils ont... Alors, c'est des hypothèses, hein, il y a des spéculations, mais comme je le dis, je pars de mon expérience et toutes les personnes que j'ai... Oui, non, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont cet objectif-là sont souvent, enfin, sont orientées sur des émotions, au final, et se retrouvent à générer beaucoup de frustration et de mal-être. Parce que, justement, ils sont dans une attente de résultat qui, très souvent, ne va pas arriver, puisque souvent, ils ne vont pas effectuer les actions qui vont leur permettre de réussir, ils vont plutôt essayer de chercher le résultat. Et... pour ma part, en tout cas, je pense que de toute façon, la totalité des objectifs de chacun, c'est le bien-être et d'être heureux. Et au final, en quoi se générer des frustrations et tendre vers des attentes sur les résultats nous permet d'atteindre ce bonheur, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un problème de contexte, les gens, et que quelle que soit la personne, même si elle veut faire un kiff comme Peter Gates, je pense pas que ce soit bienveillant et positif de se donner ce genre d'objectif. Adrien? Ouais, du coup, ta question initiale, c'était un peu, est-ce que justement, quel est le rapport à notre détachement à l'argent, hein, C'est ça, hein, exactement. Ben, moi, je pense, alors je me trompe peut-être, mais je pense que 95% des joueurs de poker, entre guillemets pro ou de haut niveau, je pense qu'on a un peu tous cette faculté-là. Je pense qu'elle est nécessaire, justement, sinon t'atteindras jamais. Tu vois, moi j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, ah mais moi je serais trop stressé sur un day 3 et tout. Bah oui, mais justement, 80% des gens le sont. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont pas au bout. C'est parce qu'à un moment donné, les émotions, tu vois, c'est facile de parler d'un coup de la fièvre à 800 left, t'open bouton, tu dois coller les 18 blindes chauve en SB, c'est facile avec la paire de 9. Mais si t'es à 20 left et que tu vois qu'il y a 200 000 euros à la gagne, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui seront incapables de payer. Ils vont, tu vois, et du coup, tu joueras pas ton meilleur poker, tout simplement. Donc, tu seras trop impacté. Donc, je pense qu'on l'a un peu tous naturellement, cette capacité-là. Et moi, j'ai une anecdote marrante. Bah, tu le sais, toi, je te l'ai raconté, Loïc, mais pour vraiment la gestion de comment j'ai joué la table finale, c'est que, enfin, même le tout day 3, je regardais pas du tout les paliers d'argent, et en fait, alors qu'en plus il était vraiment important, en l'occurrence pour moi l'argent, j'étais vraiment pas très frais il y a quelques semaines, donc c'est très important, mais pour autant pour être super détaché, je parlais dans le chat, les gens étaient ouf, c'est pas possible, le mec qui parle dans le chat et tout. Je communiquais même avec les mecs de Wina qui faisaient un stream et tout. Je rigolais avec eux parce que ça me permettait d'être complètement détaché de tout ça, encore plus que je le suis déjà naturellement. Et puis voilà, il y a des gens qui pensaient que j'étais pas concentré, mais en vrai, j'étais concentré évidemment à 400%, mais ça me permettait d'être, moi je monotablais à ce moment-là, à cette heure-là, donc voilà, monotablé pour nous, c'est facile d'être focus à 300%, même si tu mets 2-3 phrases dans le chat. Donc voilà, non, mais en tout cas, mais pour moi, je pense que c'est primordial de pas être impacté émotionnellement. On doit juste bien jouer chaque main après main, terminé, fin de partie. Si tu penses à ce que ça vaut l'argent dans la vie, tu deviens fou. Donc non, il faut se focus sur le fait de bien jouer, tout simplement. C'est le seul truc qu'on a à faire à ce jeu. Alors justement... Et limite d'ailleurs, si je peux Vas-y. rebondir là-dessus, pour avoir pas mal regardé de TF, de replay super cher, ou en tout cas beaucoup plus... où c'est vraiment un one time, où c'est en termes d'ABI, c'est des 1000, 2000, 20 000 comme on a vu récemment. C'est l'optimal, c'est d'être un psychopathe. Tu vois ce que les gens ils fold. Si tu arrives à même
pas être détaché, mais à te forcer et savoir que c'est l'optimal, c'est ce qui va te faire le plus d'argent, ces spots-là, faut les jouer comme des psychopathes. Les gens, ils foldent des trucs, c'est incroyable. Et tu vois les mecs comme Michael Zhang, par exemple, qui sont complètement détachés, qui jouent ultra high stakes sur le .com, ils jouent CTF comme ça, bon, peut-être parce qu'ils sont relais incroyables, et même des mecs aguerris comme... je me rappelle d'un spot, mais je me rappelle plus du nom du mec. Alex Foxon, il lui fait fold des trucs sur l'ATF, c'est incroyable. Même les joueurs les plus aguerris ils vont pas jouer optimal. Donc, ouais. Regarde pas l'ICM, quoi, en gros. Ils sont vraiment à fond dans l'idée d'exploiter ceux qui vont le regarder trop, justement. C'est ce que tu veux dire. Ouais. Juste pour en revenir, on parle d'argent. Batmax a commencé à en parler, c'est toi qui prendra la parole en premier. La deuxième question, le deuxième débat, c'est dans le poker, l'argent est-il toujours un moyen et jamais une fin en soi? C'est beau, hein, je suis très fier de ma question. Batmax, c'est toi qui démarre. Ouais, du coup, je trouve qu'on a pas mal engagé des éléments de C'est pour réponse à ça. ce sujet. Je pense que déjà on se doit de commencer par dire que ça dépend tout simplement des joueurs, les carrières et même les non-carrières, c'est-à-dire les joueurs amateurs. Enfin, la pluralité des situations fait que pour certains ce sera forcément une fin et pour d'autres uniquement un moyen. Je crois que encore une fois ça dépend surtout déjà de la situation, ça dépend du caractère professionnel ou non de l'activité. Je pense que dès lors qu'on est professionnel, la plupart du temps, à moins que ce soit je sais pas, qu'on soit joueur de poker professionnel par défaut, mais la plupart d'entre nous, professionnels, sommes passionnés par le jeu, avons des objectifs qui vont probablement bien plus loin que le simple fait d'accumuler de l'argent. Donc, au final, pour la plupart des professionnels, j'imagine que non, il s'agit avant tout d'un moyen. Pour se rattacher à mon expérience personnelle, je gagne correctement ma vie, mais j'ai clairement pas les bankrolls par exemple de Julien ou de Benjamin, c'est certain. Personnellement, si je venais à par chance one-timer quelque chose, je vois ça, comme je disais tout à l'heure précisément, comme un moyen de me projeter vers le live en toute sérénité, de jouer à peu près tout ce que je veux. Voilà, donc je crois que vraiment, pour la plupart des professionnels en tous les cas, il s'agit avant tout d'un moyen, d'un fond de roulement afin de se permettre les plus beaux défis, au poker, parce qu'au final, les professionnels parmi nous, je pense qu'on est tous pareils, à part peut-être Adrien, je sais pas trop, vu ce qu'il disait tout à l'heure, mais on est... Voilà, on est passionné par le jeu, on a des objectifs certes financiers, mais qui au final se rattachent surtout à des objectifs de palmarès, de notoriété, peu importe d'ailleurs, peut-être tout entremêlé à la fois. Le poker offre un panorama de possibilités qui est assez large et le jeu en lui-même est d'une profondeur incroyable. Donc évidemment que si on le réduisait au one time, à l'argent, etc., ce serait au final d'une infinie tristesse. Donc pour moi, indubitablement pour les professionnels c'est un moyen pour la plupart d'entre eux, et ensuite évidemment c'est peut-être une fin pour certains amateurs ou des gens qui sont pas forcément passionnés par le jeu. Florence, on t'a pas encore entendu, toi qui les connais tous, ces pros, c'est quand qu'ils arrêtent de voir l'argent comme un moyen et que ça devient une fin? Les pros, ils voient pas ça comme ça. Mais je pense que c'est plus... En fait, je pense que ce qui est important à dire, c'est que même pour les joueurs amateurs, ça devrait pas être une fin en soi. On est justement dans une période de confinement où il y a beaucoup de personnes qui viennent jouer au poker parce qu'ils ont que ça à faire. Et c'est important de dire à ces personnes-là, et Loïc, tu seras d'accord avec moi, que, ok, peut-être qu'ils vont gagner des petites sommes, mais surtout qu'il faut que ça reste pour eux, qui ne sont pas des professionnels, un hobby et d'engager que ce qu'ils peuvent potentiellement perdre. Donc du coup, même pour eux, ça devrait pas être une fin en soi. Arriver dans le poker, se remettre à jouer et se dire « Ah ça va nous permettre d'arrondir nos fins de mois », oui et non. Pas comme ça, pas tout de suite. Si on fait certaines choses pour, ok. Mais sinon, non. Ça va rester juste un hobby et tu vas potentiellement dépenser ton argent comme un hobby que tu ne vas pas récupérer derrière. Donc, je pense que c'est important de dire que même pour les amateurs, ça ne doit pas être une fin en soi. Tout à fait, c'est bien dit. C'est ma conscience en fait, Flo. Les autres, vous, quand c'est que Benjamin, Julien, Adrien, Romain, quand c'est que pour vous l'argent arrête d'être un moyen et devient une fin, quand c'est que le jeu se termine? Ça rejoint la question d'après, ça. Oui, Ouais, mais d'abord, quand c'est que ça arrête d'être un moyen et de devenir une fin? Si je peux rebondir sur ce que Batmax a dit, limite, moi, en tout cas, personnellement, limite pour moi en tant que pro, c'est les deux. Au début, évidemment, que tu te rends compte des sommes que tu peux gagner, c'est une fin en soi.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on est aussi détaché de l'argent, c'est que le goût de l'argent que tu fais au poker, surtout en termes de gains horaires, il est assez incroyable. Et moi, je suis toujours attaché à l'argent que je fais au poker, surtout quand les sommes commencent à devenir aussi grosses. Mais après, une fois que t'es settled down, je sais pas comment on dit, t'es installé dans ta carrière, évidemment, c'est un moyen. Et ta priorité maintenant, c'est de monter la roll pour des défis sportifs, quoi. À la base, c'est aussi pour ça que tu rentres dans le poker. En tout cas, personnellement, moi, c'était pour avoir une carrière, entre guillemets, sportive. Donc ça veut dire quoi? Viser le plus de trophées, numéro 1 mondial, etc. Tu veux dire surtout le goût de la compétition, de finir premier, le challenge sportif. Moi, quand j'étais petit, je voulais être footballeur pro et j'ai pas assez taffé. Les croisés, tu connais? Même pas. Franchement, j'ai un corps en pleine santé. Mais j'étais pas au niveau à 13-15 ans quand j'ai passé les tests. Et ouais, ça me tient encore plus à cœur du coup d'aller le plus haut possible au poker. Et aujourd'hui, quand je monte ma roll, c'est le truc qui m'excite le plus maintenant, c'est de pouvoir buy-in les 5K, 10K et jouer European ou Shoot EM, ces mecs-là online. Je sais pas si les gens ils connaissent ces noms, mais c'est ça qui me fait le plus kiffer. Julien? Alors pour moi, ça a jamais été une fin en soi, et le seul, c'est un petit peu ce que Benjamin disait auparavant, c'est comme des crédits de jeux vidéo. Moi, le seul truc qui a fait que ça m'excitait de gagner de l'argent, c'était pas du tout de pouvoir m'acheter des choses, c'était plutôt que je pouvais monter de limites ou jouer 100% de mon action sur des limites supérieures, et ça a été vraiment essayer d'arriver le plus haut possible avec 100% de mon action, ce qui est le cas aujourd'hui, et c'est vraiment la seule satisfaction que j'ai d'avoir une grosse bankroll. C'est d'accord, ça m'offre une vie qui est vraiment acceptable, enfin je veux dire vraiment aisée, mais à aucun moment je me suis dit ah bah très bien, je vais pouvoir m'acheter une voiture de sport, ou très bien je vais pouvoir m'acheter une maison par exemple. Ça honnêtement, enfin vraiment c'est quelque chose qui m'importe peu. Ce qui m'importait juste, c'était d'arriver à monter les échelons et jouer toujours plus haut et voilà, passer les limites. Donc clairement pour moi un moyen, et vraiment si vous voulez réussir, et d'ailleurs c'est le point commun que je vois avec tous les joueurs de high stakes, c'est que tout le monde s'en fout de l'argent, quoi. On est tous complètement détachés de l'argent, et c'est vraiment ce qui nous empêche d'avoir des blocages lorsqu'on monte de limite ou qu'on joue des sommes très grosses. S'il y a un seul moment dans ta réflexion, tu as, si je perds ce pot, je sais pas, je vais pas pouvoir payer mon loyer, ça c'est encore pire, mais il y a une voiture dans le pot, donc du coup, il faudrait peut-être que je fold un peu plus, ou que je colle un peu plus. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans être dans la zone et dans ton mental. Donc vraiment, d'être détaché de l'argent, c'est une des qualités premières pour monter les échelons, clairement. C'est intéressant ce que tu dis, par contre, au niveau... Vous avez tous été coach? Julien, t'as été coach de poker ou pas? J'ai essayé. Ben aussi? Ah bah ouais. Voilà. Non, mais c'est pour être sûr que je dis pas de bêtises. Vous avez tous été ou vous êtes encore coach. Comment vous abordez ou comment vous avez abordé avec vos élèves l'histoire justement de l'argent? Qu'est-ce que les élèves que vous avez, je parle souvent des amateurs ou des semi-pros, pas encore des pros avec lesquels que vous pouvez coacher, mais comment eux ils voient l'argent et qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ça? Ouais. Vas-y, je peux me chauffer moi si tu veux tout de suite. Vas-y. Alors c'est marrant parce que oui, alors justement, eux, ils sont, la plupart sont, non, remarque pas tous, faudrait pas que je dise la plupart, non, c'est pas vrai. Mais tu sens qu'il y en a, en fait, c'est très extrême. Il y en a vraiment, ils veulent gagner un maximum d'argent et souvent c'est même beaucoup trop ambitieux par rapport à leur qualité réelle tout de suite. Ils veulent avoir tout trop vite. Donc ça, souvent, il faut vraiment freiner le truc et leur faire comprendre que non seulement c'est très dur, ça peut prendre du temps et voire ne pas du tout y arriver. Et puis après, il y a ceux qui veulent juste progresser et qui regardent pas particulièrement l'argent. Moi, je sais que j'ai une majorité de joueurs qui sont des joueurs amateurs qui veulent juste se sentir mieux à une table, ils veulent juste être plus à l'aise, moins passer pour le fiche de la table, et c'est tout, en fait. C'est pas forcément un objectif réel, l'argent, pour la plupart des élèves, je dirais. Donc, il y a deux profils différents. Batmax? Moi j'ai un pool d'élèves, d'ailleurs je coach plus individuellement mes SWAT, mais ces derniers temps un pool d'élèves avec lequel la problématique de l'argent n'était pas soulevée. C'est-à-dire que les gens me contactent généralement avec des besoins bien précis, généralement dans le format spin and go, et on travaille ensemble essentiellement techniquement parce que c'est ce que les gens attendent de moi. Si bien que la problématique
de l'argent, de la bankroll, etc. Ce sont pas des choses que j'aborde en coaching. Donc personnellement, voilà, j'ai pas vraiment de retour là-dessus dans mes coachings individuels. Benjamin? Bah, moi, c'est différent ces 3 dernières années. Quand j'ai commencé à coacher, je coachais en individuel des demandes uniques via PA. Et là, moi, comment je gérais les demandes, et enfin la question de l'argent, c'était en termes de leur gain horaire, et leur bankroll, et s'ils voulaient prendre du coaching à 200-300 euros de l'heure et qu'ils jouent en NL10 ou en MTT ABI 20 euros, je leur disais que c'est pas raisonnable. Je les redirigeais vers quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, on a la structure ATM avec Clément, où c'est du stacking coaching. Et là, il y a vraiment une problématique d'argent et de sommes qui rentrent en jeu. C'est nous ce qu'on inculque à nos gars dès qu'ils rentrent, c'est parce que c'est difficile de jouer pour quelqu'un et tu as envie de bien faire pour eux, pour son coaching, ce qui t'apporte, et tu peux avoir une pression. Donc nous, dès le départ, ce qu'on leur dit, c'est que on leur enlève la pression, on s'en fout de l'argent. Nous, d'ailleurs, quand quelqu'un monte en termes de cut ou de limite, on récompense juste le niveau et la progression et le travail du mec, pas les résultats. Mhm. Donc déjà, ça, c'est ce qu'on leur dit dès le début. Et après, il y a aussi un aspect mental vis-à-vis de la montée en limite. Il y a des mecs qui sont vraiment excellents et ils se rendent même pas compte de comment ils sous-jouent par rapport à leurs limites. Et du coup, on essaie de les faire monter le plus rapidement possible parce qu'ils sont juste trop bons. Et là-dessus, souvent, il y a un blocage et il y a un temps d'adaptation et on les aide vis-à-vis de ça. On leur montre les plays, que les mecs en plus haut stakes, ils jouent pareil ou juste légèrement mieux. Et ouais, qu'il faut qu'ils se débloquent vis-à-vis de ça. Et du coup, d'ailleurs, on travaille avec Lolo de PMS pour que les mecs... La confiance en soi, quoi. Le fait d'avoir plus confiance... Moi, je pense qu'on l'a tous eu quand on monte de limite, on s'invente des histoires sur que le mec en face soit un gourou et qui voit nos cartes, et c'est jamais le cas. Et ouais, après, ça, c'est une étape à passer dans la carrière de chacun en termes de confiance en soi et de step up en limite. Si on prend historiquement, on parlait du cas tout à l'heure. En off, c'était de Paul Guichard. On voit que les joueurs de poker sont pas forcément non plus préparés et armés en cas de grosse victoire. Donc du coup, c'est en amont, c'est avant cette performance qu'on peut agir pour pouvoir les aider et les accompagner au mieux. Ok, les amis. Si je peux me permettre, Flo, avec grand plaisir. Tu pourras le couper, ça, mais juste, voilà. Ce que, si je peux me permettre, c'est que Paul, surtout, quand il a fait sa perf, il avait 19 ans, il était, il venait d'arriver dans le milieu du poker, c'est pas genre il avait 25 ans et il a tout cramé, tu vois. C'est genre, il était hyper jeune, il a vu il a même pas eu, si tu veux, le temps de préparation. Je pense que, en fait, même dans aucun aspect de sa vie, il était préparé, tu vois. Genre, t'as 19 ans, tu te débarques et boum, tu gagnes cette somme. C'est compliqué, l'amour, quoi. C'est pas l'âge, Florence. Tu prends Mbappé, il a gagné des millions, il avait 18 ans. Ouais, mais il faisait du foot depuis des années. Ouais, mais il faisait du foot depuis des années. Mais par rapport à ça, Romain, enfin moi, vraiment, le projet de notre serre, j'adore, j'aime vraiment ce que tu fais, mais là, vraiment, je suis pas du tout d'accord avec toi en propos de l'argent et comment le gérer. Pour moi, c'est un petit peu la pensée française contre la pensée américaine, et je vais te parler, par exemple, du Cirque du Soleil. Pourquoi est-ce que c'est si incroyable? C'est parce qu'en fait, dès le départ, c'était Guy Laliberté, il s'est pointé avec un projet. Faites-moi rêver. Peu importe le coût de la place, faites-moi rêver, je m'en fous. Alors qu'en France, on a un budget de 20 000 euros et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu vois? Et aujourd'hui, les cirques en France, ils ferment. Et je te parle pas des cirques avec les animaux, évidemment, je te parle des cirques d'acrobates. Alors qu'aux États-Unis, c'est une des sociétés qui fonctionne le plus. Et pour moi, ton problème, c'est pas comment gérer l'argent que tu auras peut-être un jour. Tu vois, comment te poser cette question-là? Pour moi, c'est travailler ton jeu, essayer d'être meilleur, gagner de l'argent. Et ensuite, évidemment, et la bonté d'esprit de t'entourer de gens qui savent comment l'investir. Tu vois la différence?
Julien, tu sais, la remarque que tu fais sur le cercle du soleil, c'est pas la même chose dans le sens où là tu parles d'entrepreneuriat. Et le discours que je viens d'avoir, dans le monde, enfin si tu le retranscris dans l'entrepreneuriat, j'aurais exactement le même discours que toi, mais il y a une règle d'or dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'investit pas, enfin en tout cas si on veut faire une start-up justement et prendre des hauts risques et aller chercher des choses incroyables, et je trouve ça génial ce concept, mais on n'investit pas son propre argent, justement. Et là, c'est la règle d'or, hein, j'en ai déjà parlé. Je suis très fan de Oussama Ammar qui a monté The Family et qui justement a le même système, enfin c'est une sorte du même système, c'est accompagner les startups et les jeunes entreprises à exploser et à aller chercher des choses incroyables. Mais justement, il l'évoque très très bien, c'est très important de ne pas prendre le risque avec son propre argent pour que financièrement, personnellement, on soit stable et qu'on puisse ne pas être freiné dans l'engagement et la prise de risque professionnelle et qu'on puisse se dire, ok, on tente tout, on y va. Mais personnellement, ils ne seront jamais en danger. Et ben là, au poker, c'est pareil. Si le gars, il est jamais en danger personnellement, c'est-à-dire qu'il ne se retrouvera pas dans la rue s'il échoue, et qu'il peut s'investir à 100% pour l'argent financier pour le poker, ben c'est là où il va performer. Ouais, c'est là il joue mieux, ouais. Voilà, et on peut prendre l'exemple du swapping, par exemple. Pourquoi les joueurs de poker aujourd'hui se retrouvent sur des systèmes de mutualisation? C'est pour pouvoir s'épanouir et s'exprimer au mieux et en se disant, bon bah de toute façon, c'est EV+, je me concentre sur une seule chose, c'est jouer à mon meilleur poker. Et c'est là où on a les meilleures performances. Ça vous calme, hein? Alors, je suis vraiment d'accord avec vous, les gars. Vraiment d'accord avec vous. Et je suis content que vous montrez, enfin, que vous, personnellement, vous ayez des exemples de personnes avec qui ça a marché. Parce que j'ai pas du tout ce backup-là. Vous avez vu beaucoup plus de gens que moi. Juste sur l'histoire du swapping, c'est juste pour laisser la variance. Il n'y a rien à voir avec la playability. Enfin, je veux dire, la façon dont on joue. C'est pas parce que tu swaps que tu vas prendre une décision plus EV+, ou sinon, c'est que c'était scare money que tu joues pas à ta limite. Bah oui. Et qui sait qu'aujourd'hui, financièrement, quel est les moyens en tant que joueur pro de poker pour pouvoir faire le circuit et investir 200K par an? Très très peu. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste ces deux problématiques différentes, enfin, à mon sens. Ça répond à une problématique. La ça te libère, non? Enfin, juste en fait, sinon je joue pas le tournoi. Si tu n'aurais pas pris une décision EV+, dans ces cas-là, soit tu vends des parts et tu joues le tournoi. Ce qui par exemple est le cas pour moi, j'ai jamais joué de Triton Series parce que j'ai jamais vendu suffisamment d'actions. Et je vais pas jouer un tournoi si je pense que je vais pas prendre des décisions super EV+. Je veux dire, c'est juste deux choses différentes. Mais ça, du coup, c'est une démarche saine et responsable, entre guillemets. Du coup, tu te mets dans des spots, par tes choix financiers, où tu vas jouer au summum, à A-game. Moi, je trouve le swap, ça... Moi, maintenant, depuis que je suis dans la communauté high stakes, je connais plein de potes hongrois qui jouent ultra cher. Et je suis plus libéré quand... Je peux jouer à 100% les stakes, pour moi, sur le circuit EPT et tout. Mais on arrive, on est 7-8, et on sait très bien qu'il y en a un de nous qui va perf. Ça te libère une certaine partie du mental, et t'es un chouïa plus libéré, et du coup, tu joues... Bah, naturellement, c'est humain, quoi. T'es émotionnellement plus libéré, quoi. Donc quoi, ce que dit Romain, c'est-à-dire ce soit le swap ou la mutualisation... Vous pensez quoi à tous que ça permet de jouer plus libéré alors dans ce cas-là? C'est une notion qui permet de jouer un meilleur poker? Personnellement, ouais. C'est sûr. En plus, il y a une autre dimension que Ben n'a pas évoquée, qu'on peut retrouver, c'est que on est moins individuel et on a même la possibilité d'avoir des émotions positives. Oui, ça dépend des gens en fait. C'est très résultat en fonction des gens. Il y a des gens, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui ça changerait rien. Moi, je connais des potes qui, par exemple, quand ils swappent ou quand ils ne jouent pas avec 100% de leur action, joueront beaucoup plus mal que s'ils avaient 100% de leur action parce qu'ils font des calls qu'ils font pas, par exemple. Tu vois, donc c'est un contre-exemple parfait. Enfin, en tout cas, je pense qu'à partir du moment où tu as besoin de swap pour jouer un stake, et ce qui est complètement normal vu aujourd'hui les montants délirants des buy-in de certains tournois, c'est juste qu'en fait, si tu joues différemment parce que tu as swap, c'est juste qu'en fait, tu n'aurais pas dû jouer ce tournoi et c'est tout, quoi. Ah mais bien sûr, mais c'est le cas. On est tous d'accord. Hallucinant parce qu'on peut d'ailleurs, je sais pas, ça doit être 80% du field MTT Live qui peut pas jouer les stakes s'il joue 100%. Même plus. Même 90 peut-être. Batmax, ouais. T'es pas intervenu encore? Non, bah moi je suis plutôt... je crois même que c'est un peu ma manière de fonctionner. Moi j'aime bien l'idée de... Alors du coup je rejoins pas trop Julien sur la première partie. J'aime bien l'idée de sécuriser le joueur déjà dans sa vie privée. Et une fois qu'il est sécurisé dans sa vie privée, dans son quotidien, ses problèmes financiers personnels, je pense qu'il peut se projeter sur son grind. Et moi par exemple, je dissocie
mal les deux au sens global dans mon quotidien, et pourtant quand je joue au poker j'ai l'impression d'avoir aucun lien avec mon quotidien. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros voilà, j'ai ce sentiment là. Au niveau des swaps, du coup moi je suis pas expérimenté, je suis pas joueur de MTT, je suis pas joueur de live, donc du coup je suis pas très concerné, mais moi je le fais pas en tout cas. Et justement j'allais continuer là-dessus en disant que je crois qu'on est tous différents, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et par exemple, mon objectif, c'est vraiment d'arriver sur le circuit en ayant 100% de mon action sur tout ce que je vais jouer. J'espère ne jamais swap, et je sais pas comment expliquer ça, mais je crois, voilà, j'ai l'impression que je jouerais mieux si je suis seul dans mon truc en fait. Donc tu rejoins un peu Julien, on joue mieux quand à ce niveau-là, oui. Sur la première partie du coup plus Romain, et sur celle-ci plus Julien au niveau de ça la vous manière avez d'aborder manqué, les la Suisse est revenue, c'est mon Mais non. Batmax. Mais non, j'avais Mais pas by the way, il y a aussi quelque chose qu'on avait commencé à mentionner, c'est aussi, ça n'a rien à voir, du coup on bifurque vers le swap, mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'esprit de team qu'il y a, parce que c'est un jeu très solitaire. Ça c'est impeccable, c'est moi, le sujet de la semaine prochaine, les gars. On C'est va faire une Clément qui émission va avec répondre à tous ça. les sujets. Non mais c'est vrai que c'est cool, maintenant je vais en live, j'ai une team de 10-15 potes, et on est plus à jouer, enfin personnellement je pense que tous on joue de manière libérée, dans le sens où on pense pas à oula, si je fais ce call peut-être ils seront pas d'accord, mais c'est juste après il y a un effet de support vis-à-vis du mec qui va le plus loin, et ça je connaissais pas du tout avant, et franchement c'est un des plus grands kiffs quand by the way t'as monté une entreprise de stacking, c'est quand tu vois qu'il y a un de tes gars ou un de tes swaps qui va loin, et t'es peinard toi en train de rail comme si tu regardais un match de foot. Franchement c'est un kiff incroyable. Mais je pense qu'il faut et en live c'est encore plus grand. Je pense qu'il y a aussi une grosse différence entre vente départ et swap. Parce que, comme tu l'as dit, je pense que quand tu vends départ, t'es peut-être. C'est ce qui dérange peut-être plus Maxime ou Julien, tout ça, de se dire oui, on a vendu, donc on est peut-être. Certaines personnes peuvent penser on est un peu redevable, faut qu'on fasse plus attention, que machin, parce qu'on aura des comptes à rendre, etc. Mais le swap, c'est quand même très différent, parce que c'est juste, tu vas genre swap 5% juste histoire de dire vas-y, genre avec mes potes, on swap pour essayer de vibrer s'il y en a un qui va loin. Mais c'est pas un truc genre tu t'es redevable à personne, quoi. C'est juste un swap. Donc c'est un peu, pour moi, c'est deux trucs très différents qui peuvent. Je comprends totalement qu'on veuille pas vendre de part. Mais swap, ça a un peu rien à voir. Genre, par exemple, je sais pas, à Batmax, peut-être que si demain tu joues un EPT où tu auras 100% de ton action, mais qu'il y a un pote à toi qui est dans l'EPT et que vous vous retrouvez à 10 runs tous les deux, ben tu vas swap juste parce que genre ça limite la variance, et puis parce que c'est ton pote, et que s'il y en a un des deux qui va loin, tu vas être content de le raid. Tu l'aurais raid même si t'avais pas 5%. Voilà, mais en fait, c'est ça. tu vois, C'est mais ce que genre j'allais te tu dire, vas c'est tu que vas le faire ouais. pour lisser la variance et pour que ce soit cool aussi, un petit peu plus, encore plus cool à suivre, tu vois. Tu vas peut-être le faire quand même. Bah, il faudrait vraiment que ce soit un intime alors, mais sinon c'est pas un projet Oui, bien sûr, non mais c'est qui jamais m'excite, tu vraiment vois. un projet, mais- Et ça m'empêchera pas d'être dans le rail Oui, et d'être bien à fond sûr. derrière, même si j'ai 0%, je m'en fous, même si j'ai rien. Mais je comprends ça, par contre je comprends ça, et ce que disait Benjamin sur le côté team, du coup je commence à le ressentir, parce que même si on a bien compris que je swappais rien et que je vendais pas d'actions et que je le ferais jamais, ou en tout cas que j'éviterais de le faire, du coup avec Spin for Win, j'ai tous mes potes autour de moi, et bon, nous c'est surtout du grind online aujourd'hui, mais du coup moi je grindais dans mon coin, j'avais des potes, mais bon voilà. Et là le côté pour le site, pour Spin for Win, la perf pour Spin for Win, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a cet effet team, il y a l'effet j'ai Jojo le singe qui vient de prendre 130k il y a quelques jours, j'étais content comme un enfant, pourtant j'ai évidemment rien pris, vous l'avez compris, mais j'étais content, et ce côté team c'est super excitant. Voilà, du coup pour ça je comprends complètement Ben, et si voilà, les swaps ou les actions, etc., ça aide à encore plus vibrer, je vois un petit peu où il veut en venir. Troisième sujet, pour conclure sur tout ce grand débat que nous avons eu. Mais alors, c'est quand que ça s'arrête, la vie d'un joueur professionnel, d'un joueur poker professionnel? C'est quand que la carrière s'arrête? Alors, c'est une excellente question et j'en sais rien, mais je vais parler de mon expérience. Donc déjà, par rapport à ce que disait Adrien en début d'émission, c'est qu'il disait qu'on a un métier superbe et on prend du plaisir parce qu'on vit notre passion un petit peu comme un sportif de haut niveau. Et ça, c'est vrai, et on va vraiment avoir du mal à trouver des similitudes dans d'autres activités.
Après, et également par rapport à ce que disait Adrien, c'est que lui a notamment arrêté parce qu'il éprouvait une forme de lassitude. Et moi, en septembre 2018, juste après que j'ai gagné mon bracelet, je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est le moment d'arrêter ou non. J'étais financièrement confortable. Je venais de faire 11 mois d'affilée où je jouais en moyenne 14 par jour au poker, 14-15 pour monter ma bankroll tous les jours. Et j'ai vraiment également senti ce sentiment de, voilà, est-ce qu'il est peut-être temps de faire autre chose? Est-ce que je suis pas en train de devenir fou? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vont me plaire? Est-ce que je vais réussir à me développer personnellement, à trouver d'autres passions? C'est des vraies questions que je me suis posées. En réalité, au bout d'un mois, j'étais de retour et je rejoins un super high stake. Et pour moi, quand tu as fait énormément de poker, c'est extrêmement dur de s'en décrocher. Et je pense que personnellement, moi, maintenant dans ma vie, même si demain j'arrêtais et que je faisais autre chose, je sais que je continuerai à jouer quelques tournois. Et je pense que quelqu'un comme Alex Huno, par exemple, qui lui a complètement coupé les ponts avec le poker, c'est vraiment impressionnant parce que c'est marrant, mais j'avais pas le sentiment d'être addict jusqu'au moment où j'ai commencé à gagner vraiment beaucoup d'argent. Et là, j'ai l'impression que le poker, c'est une partie intégrante de mon bonheur. Et je me vois pas, en tout cas, arrêter, en tout cas, demain, quoi. Benjamin. Ouais, 100%, je rejoins ce qui vient d'être dit. Bah, déjà, moi, j'arrêterai, si jamais un jour j'arrête, quand clairement j'aurai ce sentiment de lassitude. J'ai côtoyé pas mal de potes, notamment Adil Siede, qui était un des meilleurs Allemands il y a 5-10 ans, où il lançait ses sessions, il avait monté, je sais pas, 1 ou 2 M, et ça le saoulait. Et je lui fais, mais pourquoi tu joues? Et il fait, bah, c'est le taf, je dois faire des sous. Et si jamais un jour j'ai ce sentiment-là, et il lançait l'étape, vraiment, il était un petit peu dégoûté du poker, s'il prenait pas de plaisir, bah, j'arrête. Surtout, c'est facile de dire ça quand t'es pas dans le bon état financier, mais lui, en l'occurrence, et il y a plein d'autres joueurs, ils peuvent complètement se faire une pause de 1 an, 2 ans, 3 ans, et trouver une nouvelle voie dans laquelle ils s'épanouissent, et ils seront heureux. Donc j'arrêterai à ce moment-là. Mais c'est vrai, tu vois des mecs comme Federer, ils ont dit ouais, retraite. 6 mois après, ils sont en train de jouer les tritons et compagnie, les 1 million de dollars. C'est impossible, je pense, d'arrêter le jeu complètement. D'ailleurs, c'est vrai que Luno, c'est un bon exemple. Je ne sais pas s'il joue vraiment jamais online, mais s'il fait ça, je me demande à quel point, du coup, il aimait le jeu. Parce que pour nous tous, je pense que ça me paraît impossible. Romain. C'est une question complexe pour moi, puisque je ne suis moi-même pas d'accord avec tous mes arguments. Donc je suis assez ça, c'est mitigé pas facile. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Donc ça, c'est le problème de ma vie. Du coup, ouais, en fait, ce qui est important, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais j'ai aussi un très gros désaccord dans le sens où arrêter dans la lassitude, je trouve que c'est finalement, on parle de passion. Enfin, en tout cas, ici, on est tous passionnés, à part, enfin, c'est pas à part, mais Adrien Guillon a évoqué, enfin, je crois, il a évoqué des moments où il en avait marre. Mais sinon, effectivement, c'est une question de passion et on aime faire notre passion et c'est un peu comme les relations. À mon sens, c'est un problème. Si on perd une passion, on la perd pas sans raison. Et au final, c'est que ce soit pour des relations humaines ou pour une activité X ou Y, c'est simplement qu'on l'a pas nourri au quotidien durant notre carrière et on s'est un peu perdu en chemin et on se retrouve du coup à avoir de la lassitude et au final à ne plus aimer cette passion. Mais c'est pas qu'on l'aime plus, c'est juste qu'on a oublié de la nourrir positivement. Ma première passion, ça a été le parapente, j'en ai fait du haut niveau. J'ai arrêté parce que j'ai eu cette lassitude, mais j'aime toujours cette passion encore aujourd'hui et je suis toujours ultra heureux de la faire. C'est juste que je me suis perdu en chemin dans cette activité parce que j'ai oublié pourquoi je faisais ça. Et au final, le poker, que ce soit le poker ou les relations humaines, comme je le disais, c'est un peu la même chose. Donc dans un couple, si on a de la lassitude, c'est parce qu'on s'est perdu en chemin et on a oublié de la nourrir au quotidien. On se retrouve et on a perdu Adrien Guillon puisqu'Adrien n'a même plus d'argent pour payer son forfait et n'a plus de 4G. On te remercie Adrien, merci d'avoir été parmi nous. Peut-être qu'il reviendra d'ici 1 an ou 2. On était en off et il y avait un excellent débat sur lequel je voudrais qu'on revienne. Romain, est-ce que tu peux repréciser ce dont tu étais en train de parler il y a 2 secondes avec Julien ?
On était en train de reparler de ce système en fait de pensée qui est est-ce qu'on prend des risques au final au niveau de notre gestion financière et de nos propres finances pour accomplir un projet personnel. Donc que ce soit le poker ou l'entrepreneuriat, et donc on faisait l'analogie avec l'entrepreneuriat parce que effectivement il y a deux cultures qui s'opposent. Et j'ai très envie de dire la culture française versus la culture américaine, parce que européenne, les Anglais sont très différents d'une autre. Et donc justement, on faisait le débat là-dessus avec Julien et Ben allait intervenir. Et je ne sais pas ce qu'il allait dire. Ben à toi. En fait, j'allais rejoindre la Suisse de Batmax dans le sens où, en fait, la réponse, enfin, je pense la solution entre guillemets, c'est un peu un juste milieu parce que c'est vrai qu'au début, je n'étais pas du tout d'accord avec ce que disait Julien, mais c'est vrai que c'est hyper important, en tout cas, si je mets le focus sur atteindre les high stakes et être compétitif au poker. C'est vrai qu'il soulevait un bon exemple. Un mec de 35 ans qui a 3 enfants, à part s'il s'appelle Olé Chemion, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à être compétitifs et à être détachés. Donc, je vois le paradoxe, en fait. Si un mec, on le prépare à être super responsable avec son argent, à pas faire le con, il peut dériver dans une espèce de risque aversion qui est extrême. Et c'est vrai qu'au poker, si tu as ce mindset-là, c'est vrai que c'est difficile de jouer au niveau élite et de les mettre dans des tough spots et d'ailleurs de subir soi-même les tough spots et de les résoudre de manière correcte. Donc, maintenant, en fait, je trouve que tu fais très bien la Suisse, en tout cas Ben, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Je crois qu'il y a un point d'équilibre entre vos deux discours. Il y a une sorte de GTO entre les deux, je pense, et il doit y avoir vraiment un point d'équilibre entre ce que vous disiez. En fait, vous avez tous les deux raison en quelque sorte. C'est ce que disait Ben, c'est-à-dire que oui, bien sûr, la mise en danger personnelle peut influer sur le grind, etc. Il faut éviter ça, et en même temps, une situation, où on conscientise trop son quotidien, comme le disait Julien, quand on grind, c'est pas bon non plus. Je pense vraiment, effectivement, qu'il y a un point d'équilibre entre les deux discours. Et je suis pas sûr, finalement, que la méthode française versus la méthode américaine, je veux dire qu'il y en ait vraiment une qui soit meilleure que l'autre. Je pense qu'il y a un petit mélange à faire. Il y en a une, hein. La méthode française est catastrophique. Enfin, en tout cas, moi, je suis très catégorique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire que la gestion financière, enfin en tout cas l'éducation, la culture financière du poker en France est catastrophique, et même en entrepreneuriat. Après, ça changera. Ça n'est que mon avis, hein. Je ne dis pas que tout le monde doit valider ce que je suis en train de dire. Tu penses qu'elle est catastrophique dans quel sens concrètement ? Dans le sens où justement, enfin là je suis d'accord sur ce que dit Julien sur le fait que c'est très important de prendre des risques et de s'en foutre au final d'échouer. Ça, c'est ultra important et je le valide à 100%. Par contre, se retrouver dans une situation où émotionnellement, on ne se retrouve pas à prendre des décisions qui nous touchent personnellement, c'est-à-dire que on a peur finalement de perdre notre capital personnel et donc du coup, on sait qu'on va se retrouver dans la merde et donc du coup, on va pas être capable de prendre full risque. Ça, c'est super important. Et donc, du coup, le mec de 35 ans qui a 3 enfants, il se met dans un système où la variance n'existe pas. Par exemple, il est stacké 100% sur tous ses tournois, sur toute sa carrière. Comme si, au final, c'était un joueur de foot pour une équipe. Et du coup, il se retrouve à jouer avec un risque 0. Et c'est pour ça que c'est une absurdité aujourd'hui qu'il y ait des joueurs de poker qui ne réfléchissent pas à être 100% stackés sur le live, principalement, parce que du coup, leur risque est supprimé. Et il n'y a plus cette possibilité où ils se disent « Ah merde, j'ai voulu tenter, j'ai voulu aller très haut, j'ai voulu performer comme dit Julien, et j'ai échoué, et je me suis mis dans la merde, et je me suis détruit. » Et le nombre de gars au poker qu'on a aujourd'hui historiquement qui se sont fait défoncer, et qui n'ont pas eu de bankroll management parce qu'ils n'ont aucune compétence au niveau de leur gestion, et qui ont disparu et qui sont complètement au fond, il y en a une tonne. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Là, on ne parle pas de société, Julien, on parle d'êtres humains qui vont mettre l'ensemble de leur vie en danger. Une société, une start-up, on s'en fout au final. C'est matériel, tu vois. Le mec, sa société, elle est morte, c'est pas grave. Le mec, il détruit sa vie, c'est un peu différent. Donc c'est pour ça que je suis d'accord sur ton concept, mais sur un point de vue professionnel, pas personnel. Il faut dissocier les choses. Et en plus, si personnellement, il est stable, le gars, il va être performant. Il sait que, il prend full risque en pro. C'est tout.
Alors, je te rejoins complètement là-dessus, et c'est le mec de 18 ans, enfin 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui a terminé la fac ou qui a fini son école ou peu importe, versus le mec de 35 ans. Le mec de 35 ans, effectivement, il a qui a des responsabilités. Quand je dis 35 ans, on s'en fout de l'âge, bien évidemment, je te parlais juste 35 ans, 2 enfants, une femme, une maison, un loyer, des responsabilités. Il peut pas risquer de mourir parce qu'il mettra en péril sa famille. Il a tout intérêt, effectivement, à ne prendre zéro risque et à lisser la variance. On est d'accord, mais en même temps, il ne va pas avoir, a priori, les mêmes objectifs par rapport au bagage avec lequel il part que quelqu'un qui a 18 ans, 20 ans, 23 ans, qui a sécurisé ses études. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, qui est jeune et qui n'a rien à perdre, a beaucoup plus intérêt, ne doit pas avoir la crainte d'échouer pour recommencer. Parce que sinon il n'y arrivera pas et échouer à chaque fois, alors je dis pas brûler sa bankroll, mais je dis échouer, se fixer des objectifs très hauts, essayer, rater, recommencer en mieux, etc. jusqu'à ce que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il a rien à perdre. Et justement, s'il est financièrement stable dans son perso, il peut échouer 1 million de fois professionnellement. C'est le principe des startups. Mais c'est là que du coup je rejoins Julien. C'est vrai que la mentalité française, de ce point de vue-là, moi, elle m'a été inculquée un petit peu par mes parents. Ils sont beaucoup trop risque-averses. Genre, qu'est-ce que tu t'en fous de broke à 22 ans? Genre, je suis complètement d'accord. À part si t'as déjà une famille. Mais et c'est vrai que là-dessus, je suis assez content de ne pas avoir écouté mes parents là-dessus. Et c'est vrai que l'aversion au risque, elle doit être super minime tant que t'as pas de famille, je pense. Et de relativiser et de se rendre compte qu'il y a des choses bien plus graves que de broke dans ces spots-là. Mais même si tu as une famille, tu peux... Alors moi personnellement, d'ailleurs je crois que je suis le seul à avoir une famille, à avoir un fils, et de 3 mois en plus, il est tout jeune. Mon aversion au risque est la même qu'avant. C'est-à-dire que professionnellement, je suis full risque. Ma probabilité de broke au niveau professionnel, si je dois prendre une décision qui peut me permettre de réussir quelque chose de grand, je le ferai immédiatement. Mais parce que personnellement, mes finances, elles sont stables. Je ne serai jamais dans une situation à me retrouver dans la rue. Voilà. T'es la première personne qui me dit ça. Quand je vois tous les genres de high-tech, je suis garanti qu'ils arrêtent les high-tech quand leur enfant a 2, 3, 4 ans et que ça change radicalement l'homme et l'être humain d'avoir des enfants et des responsabilités, et notamment financières. En tout cas, je pense que tu vas changer et je suis prêt à prendre les paris là-dessus. Après, ça dépend du rôle. C'est juste des situations différentes, c'est tout. C'est rien de plus. Tu prends les entrepreneurs, les startups, ils ont tous des familles à un moment donné, où ils en ont tous eu, et les plus grandes firmes mondiales, et ça les empêche pas, je suis pas d'accord avec toi, à se développer. Je suis pas d'accord avec toi. Ça dépend. Il y a des entrepreneurs qui ont des enfants et d'autres non. C'est comme des joueurs de poker qui veulent se lancer dans le poker. Ça dépend des profils. C'est pas d'accord avec toi. Dans le cas de Steve Jobs, t'en as qui les reconnaissent ou pas aussi d'ailleurs. Oups. Ça sera coupé, je pense. Dernier sujet de cette émission où on a respecté à peu près rien au niveau du planning. Mais dernier sujet brûlant. Les amis, il y a eu un débat qu'a lancé Party Poker. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est un joueur de poker, je crois, qui a lancé ça. C'est Party Poker ensuite qu'il a retweeté. Sur pour ou contre l'anonymat aux tables de poker. Mais j'ai envie d'élargir le débat un peu plus loin. C'est pour ou contre l'anonymat tout court. L'anonymat sur les forums. L'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc pour ou contre l'anonymat sur cet ensemble de choses que constitue le monde du poker, puisqu'évidemment il y a la partie online, mais il y a aussi les réseaux sociaux qu'on fréquente. Et pour ça, je donne la parole à celui qui n'a pas pu répondre à la question précédente, car il sait qu'il n'aura pas de retraite. Batmax! En ce qui concerne du coup cette possibilité-là d'avoir les vrais noms sur les tables, si j'ai bien compris, sur les tables de poker, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. J'ai envie de dire que le plaisir qu'on peut avoir au poker, c'est aussi de croiser régulièrement les mêmes joueurs, d'essayer d'identifier leurs faiblesses, d'essayer de taper dessus. L'idée d'avoir nom, prénom et de plus avoir de pseudo, de plus pouvoir changer de pseudo, de plus avoir les tables incognito par extension, moi c'est quelque chose qui par définition me plaît beaucoup. Et personnellement je suis plutôt enthousiaste et je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Moi en tout cas je suis plutôt largement favorable. Pour répondre à l'extension de la question qui concerne du coup, si j'ai bien compris, les réseaux sociaux, les forums de poker, exactement, etc.
Je suis toujours du même avis, à savoir qu'évidemment, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais on sait très bien que l'anonymat permet trop de choses et que ça délie les langues généralement beaucoup trop et ça ouvre la porte de tous les excès sur les réseaux et sur les forums. Et personnellement, moi, ça me dérangerait même pas qu'aujourd'hui, chacun puisse assumer en tout état cause ses propos sur l'internet et qu'on soit obligé de ne plus avoir de pseudo et d'avoir notre nom-prénom. Après, est-ce que j'ai un avis tranché sur la question? J'en sais rien, je suis pas certain que ce soit... Il y a peut-être des inconvénients auxquels j'ai pas eu le temps de songer, mais en tout cas, dans l'absolu, le fait d'avoir les vrais noms, prénoms sur les tables de poker, moi ça me plaît beaucoup, et le fait de démocratiser ça aussi sur les réseaux et sur les forums, sur le papier comme ça, d'un point de vue superficiel, ça me paraît intéressant. Julien, je suis plutôt d'accord avec Maxime. Deux choses sur lesquelles je veux un petit peu quand même aller un peu plus loin. Le premier, donc, c'est sur les forums. Bon, évidemment, le fait qu'il y ait des pseudos, ça attire les haters, ça attire tout un tas de choses qui se disent qui n'auraient jamais été dites si c'était les vrais prénoms. En revanche, ça permet une certaine liberté d'expression, et notamment pour dénoncer les choses sans avoir la crainte des répercussions. Admettons que demain, il se passe quelque chose de complètement injuste chez PokerStar, que pour le coup, ça soit ce fameux mec de 35 ans et 3 enfants, s'il sait qu'il poste sur 2+2 ou peu importe Club Poker ou peu importe, il perd son job. Tu vois, je suis très content que ce gars-là ait un pseudo et qu'il puisse dénoncer ça. Donc ça, c'est un petit peu la seule limite à, je dirais que ça nuirait à la liberté d'expression. Par exemple, un joueur sponsorisé n'aurait pas forcément d'intérêt à poster ou ce genre de choses. Le deuxième point sur lequel je voulais vraiment rebondir, et pour moi c'était vraiment un sujet hyper important, c'est, tu parles d'être anonyme sur les tables online, et ça c'est pour moi c'est quelque chose qui devrait disparaître parce que c'est évidemment ça permet la triche, ça permet tout un tas de choses qui n'existeraient pas si c'était les vrais prénoms. C'est le suivi des joueurs en live. Et je veux vous rappeler un petit incident qui s'est passé, c'était en table finale du 100 000 $ à Vegas, lorsque Sam Sovrel fold sa main avant son tour, lorsque Ben Heath est en train de réfléchir, ce qui est une décision, enfin vraiment ce fold avant son tour, c'est quelque chose qui, je sais pas, lui rapportait peut-être 150 ou 160 000 $ sur le long terme à chaque fois qu'il foldera. Et derrière, on voit des gens sur Twitter comme Justin Bonomo, comme Isaac Axton, comme des vrais noms du poker qui disent « Ah mais c'est pas la première fois qu'il fait ça, il a déjà fait ça sur ce temps-là, il a déjà fait ça sur ce temps-là. » Et pourtant, pendant cette table finale-là, il n'a pas été puni. Les Flores ont décidé de continuer le jeu, il n'a pas pris de tour de pénalité, etc. parce qu'il a dit que c'était involontaire. Pour moi, il faudrait un vrai suivi et également une commission de personnes qui jugeraient ce genre d'incident commission et de qui discipline, pénaliseraient. Exactement. Alors le problème, c'est évidemment, on est dans un sport individuel. Qui financerait ça? Comment ça se passerait? Qui aurait la légitimité d'être dans ce jury? Ça, c'est d'autres questions. Mais pour moi, un jour ou l'autre, le poker doit se professionnaliser, doit vraiment passer une étape supplémentaire et avoir un petit peu une fédération, une commission qui gérait ce genre de choses. Benjamin. Bon, déjà, en ce qui concerne les forums et réseaux sociaux, c'est vrai que je suis complètement contre. C'est un des trucs qui m'agace le plus, des gens qui se cachent derrière le pseudo pour ne pas assumer leurs propos, même si je rejoins le potentiel danger de liberté d'expression. Je pense que ça passe à la trappe dans le sens où je veux que les personnes ils assument leurs propos. Trop de gens s'achètent des paires de couilles avec l'anonymat. Ouais, voilà, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Après, en termes aux tables, en fait, la réponse de Maxime, elle était, c'est la même que moi. Je m'en fous. En fait, moi, je m'en fous complètement. Je veux bien qu'il y ait mon nom, mais c'est une réponse d'un point de vue, j'ai l'impression, de joueur pro. Et je sais pas si pour l'écosystème du poker, peut-être que, en fait, il faudrait l'avis d'un récréa et de plusieurs récréas de voir ce qu'ils en pensent, parce que peut-être que eux, je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'ai pas songé aux inconvénients que ça pourrait amener cette non-anonymat, mais peut-être que pour eux c'est bien, mais je sais pas en quoi ça pourrait les aider, parce que c'est vrai qu'en vrai ils devraient être responsables aussi et pas mettre leur famille en danger en allant gambler aux tables high stakes, mais peut-être que eux ils ont un intérêt à ce que ça soit anonyme, je sais pas, peut-être c'est pour ça d'ailleurs que Winamax a lancé les tables incognito à un moment. Alors justement, j'ai une sublime journaliste qui a très envie de parler. Flo, c'est à toi.
Oui, moi je suis pour, et je vais faire la voix des amateurs justement. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle depuis T'es pour, le début attends, du excuse-moi, poker... t'es pour surtout, t'es L'anonymat. pour, non mais sur les tables ou surtout? Non, bon, je comprends les arguments qui ont été dits et je suis plutôt d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle, d'abord on va parler des tables de poker, pourquoi les pseudos existent depuis la création du online et pourquoi il n'y a pas les vrais noms et prénoms, alors que les sites les ont de toute façon, puisque quand on remplit, quand on se crée un compte sur un site de poker, on doit justifier de son identité. Donc de toute façon, l'identité, elle est enregistrée quelque part. Si demain, même sous un pseudo où on ne sait pas que c'est moi, je trash talk quelqu'un à une table et que je tiens des propos racistes ou des propos qui sont sous le coup de la loi et que je suis dénoncée, évidemment que je prendrai une amende en tant que ma personne puisque mon identité est connue. Donc elle est peut-être pas connue de la personne en face de moi sur les tables, mais elle est connue du site. Donc ça résout le problème. Je pense que s'il y a ces pseudos, c'est pour une raison très importante, c'est que, et c'est là où c'est l'avis des amateurs, évidemment que les pros s'en fichent un peu puisque vous êtes plus ou moins des personnalités publiques, vous avez l'habitude de vous exprimer, de donner votre avis, et donc vous n'allez pas vous cacher derrière un pseudo puisque de toute façon, même si vous vous cachez derrière un pseudo, on finira par savoir que c'est vous. Donc voilà, c'est normal que vous assumiez, que vous vouliez bien mettre votre nom, votre prénom, et d'ailleurs, même si vous aviez qu'un pseudo, enfin je sais pas, voilà, le pseudo par exemple de Julien Croulette, il est connu, donc de toute façon, même si tu mets pas ton nom, ton prénom, ou Batmax, voilà, les pseudos sont connus, on finira par savoir que c'est vous. Mais pour une personne amateur, la chose c'est qu'en fait, je suis un fiche de base, je viens, j'ai juste envie de balancer mes 10 balles sur un tournoi. S'il y a mon nom et mon prénom et que je fais des grosses pews, et ben, je peux recevoir des MP ou de me faire insulter dans ma vraie vie, de recevoir des messages et de me dire pourquoi t'as fait ci, t'as fait ça, alors que si t'as ton pseudo, ben, tu vas juste jouer tes 10 balles, tu vas même pas, on va peut-être t'insulter dans le chat, mais bon, tu vas pas le regarder, tu t'en fiches, ça ne va pas avoir de répercussions sur ta vie perso, quoi. Genre, tu viens, t'es là pour te défouler, donc évidemment que si tu fais des choses limites par rapport à la loi, là, on pourra venir te chercher, puisque, encore une fois, le site a tes coordonnées. Mais si c'est juste, t'es là et t'avais décidé d'open chauffe 50 blindes avec 9 et 2 off, bon, ben, le mec en face de toi va un peu t'insulter, te traiter de fiche, mais il va pas t'envoyer un MP sur Facebook ou sur un réseau où t'as ton vrai nom. Juste voilà, et c'est un petit peu normal aussi parce que ben, ça reste un jeu et que c'est logique de pouvoir faire un peu ce qu'on veut quand même sans... C'est une vraie anxiété, tu penses, chez les récréateurs? Alors, je pense qu'évidemment, tu as pas envie quand tu viens jouer ton truc, t'as pas envie que ce soit par rapport à ta famille, à ton boulot, à plein de choses et à ce que tu fais, ce que tu viens, t'as pas envie que ça ait une répercussion dans ta vie perso. T'as juste envie de venir, de pouvoir, si tu veux, spew, faire tes trucs, et voilà. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des pseudos. C'est juste de se dire, bah, on vient jouer à un jeu comme à un jeu vidéo. Il y a le côté folklore aussi qui, pour moi, et ça fait partie du folklore. Enfin, si demain, il y avait plus de pseudos sur les rooms online, ben, ce serait... Ouais, ça perdrait un petit truc historique du poker online qui est, bah, on connaît le pseudo, enfin, je sais pas, vous connaissez tous le pseudo européenne, Lena 900, on sait qui c'est dans la vraie vie, mais leurs pseudos sont connus, c'est une petite partie du folklore aussi du Je poker. vois pas comment quoi. ça peut être une vraie problématique, dans le sens où il y a plein d'amateurs, ils adorent aller jouer au club de poker, et ils font n'importe quoi. Ils peuvent jouer des 100 balles, 200 balles, ce qui peut être assez cher d'ailleurs d'un point de vue financier pour leur famille. En quoi... Mais c'est pas que c'est une Pourquoi ça les problématique. met mal à l'aise ou ils sont obligés de dénier cette responsabilité? Bah non, c'est pas une question d'être mal à l'aise, c'est juste une question de genre, on vient pas enfin, si tu veux venir spew ton 10 balles, là on parle vraiment du online, hein, je parle pas du live, parce que le live, on est d'accord, quand on va en live, on est notre personne physique, donc si on fait n'importe quoi, on peut directement venir nous voir, évidemment. Mais les parties sont pas publiques de toute façon. Mais... Ouais. De quoi? Sur Winamax, tout le monde peut voir la partie, alors qu'en live, il n'y a que les gens qui sont assis. Oui, déjà, voilà, exactement. Mais c'est de dissocier en fait ce que tu viens faire sur des sites et ce que tu viens jouer et le reste. Donc sur ça, voilà, après, je comprends vos arguments et je suis plutôt d'accord avec cela, mais j'essaie de mettre d'un point de vue de pourquoi il y a des pseudos de base sur les sites et pourquoi ça pourrait être, entre guillemets, une mauvaise chose si on mettait les noms et prénoms, c'est que non seulement ce qu'a dit Julien est vrai, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens, et vous le voyez même sur les lives, il y a plein de gens qui font des métiers où ils n'ont pas envie forcément qu'on sache qu'ils jouent au poker et qu'ils gamble et tout ça, et en plus parce que ça dissocie, et t'as pas envie de te faire venir, qu'on vienne te chercher personnellement sur ce que tu fais online.
Florence, tu me fais vaciller, hein. Franchement, bonne argumentation. Parce qu'en fait, non, franchement, très très bon. Parce qu'en fait, au départ, j'ai pris la question et ma réponse est très auto-centrée. En fait, je me suis concentré sur moi, ce que je voulais, très Non, mais je personnellement. comprends. Mais au parce qu'on est final, tous des personnes, c'est on ça. nous connaît, on est de toute façon public, on sait que même nos Exactement. pseudos, ils vont être connus, donc on s'en fiche. Nous, on est obligé Exactement. d'assumer ce qu'on fait. Et au Mais final, les petits joueurs qui s'en fichent un peu et qui je suis veulent d'accord. juste venir piou leur 10 balles, ils ont pas envie qu'on vienne après les chercher, même genre, tu vois, sur les réseaux, de dire tiens, pourquoi on vient de m'envoyer un message? Enfin, j'ai juste joué un 10 balles, tranquille, genre, Absolument. laissez-moi Et tranquille. Ça parce qu'en arrive tout vraiment, cas, ça bah, Mais bien sûr. ça doit exister. Je pense que ça existe. Je ne saurais pas dire dans quelle mesure et je ne saurais pas dire dans quelle mesure c'est suffisamment impactant pour que ce soit négatif de mettre les vrais noms à la place des pseudos. Mais néanmoins. Non, mais je dis pas que c'est une grosse problématique, hein. Je dis juste, j'essaie d'avoir un petit elle existe. contrepoids. Non, mais ce que cette vous racontez, problématique quoi. existe et j'en veux pour preuve le caractère généralement en moyenne plus fichi par exemple des tables incognito sur Winamax. Donc là il s'agit même de cacher son pseudonyme. Et donc globalement je pense que tu soulèves en tout cas le point crucial de la question, en tout cas le point qui pourrait me faire vaciller, c'est oui, dans quelle mesure le joueur amateur, le joueur qui vient, qui se fait plaisir, peut-il être gêné d'avoir son nom-prénom à table et en quoi ça peut le réfréner. Je pense qu'il y a une vraie question, je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais dans tous les cas que tu soulèves ce point-là me fait vaciller et me rend beaucoup plus hésistant. Enfin, Romain. Oui, je vous ai laissé discuter. Alors, effectivement, j'ai commencé à être d'accord avec Florence et finalement, j'ai penché vers le fait que je trouve que ton argument, en fait, il est erroné et je vais reprendre l'argument de Julien de la discussion de tout à l'heure, parce que je trouve qu'il est très approprié, qui est que c'est important, et que c'est pas que au poker, c'est pour tout, c'est important d'assumer, d'être responsable. Le fait de donner un anonymat, c'est en fait, c'est donner une possibilité aux gens de dire, bon bah écoutez, c'est possible, vous allez pouvoir faire n'importe quoi et vous allez vous faire insulter, et ben du coup, vu que vous n'êtes pas capable humainement, émotionnellement, d'accepter les critiques, et ben on va vous mettre un anonymat. Donc en fait, tu veux répondre à une problématique humaine sur l'acceptation des insultes possibles ou le regard des autres, parce qu'au final on parle du regard des autres, en leur donnant, enfin en leur justifiant, ok, vous n'êtes pas capable d'assumer le regard des autres, on va vous donner un anonymat. Donc au final, peut-être pas les gens à devenir responsables et assumer ce qu'ils disent. Et ça revient sur les forums. Là, on a la possibilité aux gens d'accepter leurs émotions humaines qui sont souvent désagréables quand on se retrouve à être critiqué et insulté. Le but, c'est pas de fuir cette difficulté, le but, c'est de l'assumer et d'apprendre à vivre ces émotions pour pouvoir en être plus fort. Donc là, dans ton cas, enfin sur l'argument que tu évoques, moi je trouve que justement c'est un contre-argument. C'est encore mieux qu'il n'y ait pas d'anonymat pour permettre à toutes ces personnes, dont les récréatifs, tu vois, de pouvoir faire face à leurs émotions, d'accepter les critiques, tout comme quelqu'un qui va créer une société. Quand il crée une société, bah, il prend le risque d'échouer. Et ben justement, c'est typiquement français, on en parlait tout à l'heure, l'échec en France c'est très mal vu. Et ben c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est très mal vu qu'on peut pas changer ça. Et donc tous les moyens qui permettent de changer ça et de trouver, ou finalement, de changer de perception et de se dire ok, l'échec c'est super, c'est bienveillant, et ben allons-y. Donc si l'anonymat ça permet à 100% des gens, dont les récréatifs, de pouvoir s'élever au niveau du développement personnel, ben c'est génial. Donc tu vois, finalement, tu viens de trouver un point positif à ce que le poker peut apporter au-delà du côté professionnel. Pour le récréatif, il peut carrément changer de vie sur plein de domaines, plein d'aspects différents, grâce au fait qu'il n'ait plus cet anonymat. Oui, mais alors, en fait, le truc, c'est que je suis totalement d'accord avec toi, Romain, mais en fait, le truc, c'est pas ça, c'est que les rooms ne sont pas là pour responsabiliser les gens, c'est-à-dire que, évidemment, que ça peut avoir, si tu le fais, ça peut avoir un aspect hyper bénéfique, comme tu le dis, mais le truc, c'est que les gens, ils vont pas penser comme ça, c'est les gens dans la vraie vie, Et comment alors ils sont, tu veux leur faire des leçons de morale, ils vont dire, ah salut, casse-toi, et donc du coup, ils vont juste pas venir, et donc pour l'écosystème, pourquoi les rooms ne le font pas actuellement? Enfin, en fait, c'est ça qu'il faut se poser la question. Je dis pas si c'est bien ou mal, en fait, mon argument, il était pas là, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Donc, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut regarder la réalité en face. La réalité, elle est que s'ils le font pas, c'est parce que eh ben, les mecs, ils ont pas envie de se responsabiliser. Ils s'en foutent. Tu vas leur dire 15 000 fois que ce qu'ils font, c'est pas bien. On parle pas de quelqu'un qui veut devenir pro. Hein. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui a des thunes, qui veut juste venir et griller ses thunes. Tu vois, genre clairement, il s'en fout. Vous le voyez tout le temps sur les tables. Il y a plein de mecs qui sont là. Ils viennent. Vas-y, je vais jouer un 100 balles parce que j'ai 100 balles à griller. Il s'en fout totalement. S'il a bien joué, s'il a mal joué, il a juste envie de venir et de se faire plaisir et voilà. Et lui, ce mec-là, il va s'en foutre qu'on lui dit oui, mais si tu fais ci, ça va être mieux pour toi. Il s'en fiche, il veut juste pouvoir continuer à spiou son argent tranquillement. Mais donc, un mec sain dans ce cas de figure-là, un mec sain qui il assume son plaisir. Enfin, moi, si je suis un récréa dans ce spot-là,
je rien à foutre que tu mettes mon nom. Oui. Et ok. je m'en fous de mal jouer. Je vais assumer comme tu dis. D'ailleurs, du coup, de ce point de vue-là, si c'est ça la question parallèle, ben moi, je suis chaud que l'écosystème il diminue un petit peu et qu'il y ait que des mecs qui assument leur jeu et même s'il y a moins de volume, moins de trafic au table. Ouais, mais toi, parce que t'es pro et tout, mais les rooms, c'est pas ça qu'elles veulent. Les rooms, elles veulent le plus de personnes qui, justement, sont dans l'écosystème. Les mecs qui sont là et qui filent leur thune, c'est ça que les rooms veulent. Et si t'enlèves une partie de ces gens-là, parce que, comme tu dis, il y a une partie qui seront là, moi j'assume, je m'en fiche, traitez-moi de fiche, je m'en fiche, il n'y a pas de problème. Mais il y a toute une partie de gens, et je pense que c'est une grosse majorité de ces joueurs amateurs, et j'en veux pour preuve que je vois ces mêmes personnes en live qui souvent, et ça arrive de plus en plus, et je pense que vous le savez et tout, mais nous on le voit de temps en temps, qui ne veulent pas qu'on dise leur nom sur les coverages ou sur les... Voilà, qui veulent rester, donc en vrai ils peuvent parler avec les gens, c'est pas le problème, mais qui ne veulent surtout pas apparaître sur Internet pour plusieurs raisons, qui sont notamment l'histoire du boulot qui revient énormément, c'est-à-dire que par rapport, le poker est encore mal vu dans les milieux professionnels et qui du coup ne veulent pas qu'on puisse taper leur nom et qu'on tombe sur des trucs de poker, par rapport à leur famille, beaucoup aussi, notamment et par rapport à la religion, enfin par rapport à plein de facteurs, et en fait tous ces facteurs mis bout à bout fait qu'il y a une très grande, et de plus en plus, et je le vois au quotidien, donc je sais que c'est vraiment, ça devient... pas la majorité des gens en live, mais ça devient de plus en plus le cas, quoi. Et de toutes ces personnes-là qui veulent pas que leur nom apparaisse sur les réseaux, sur Internet, sur tout ça, parce qu'elles veulent, pour plein de raisons différentes, dont le fait qu'on vienne la chercher dans leur vie perso et on va dire le point commun, qu'ils ne veulent pas apparaître par rapport à ça. Et donc si demain tu obliges les gens à mettre leur prénom et leur nom, alors oui, il y aura ce que disait Romain qui est tout à fait d'accord avec lui, je suis d'accord avec toi, ce sera bénéfique, tu forceras les gens à assumer ce qu'ils font dans la vie, à du coup devoir peut-être se dire c'est peut-être pas bien de spioler mon argent, c'est peut-être va peut-être falloir que je progresse, etc. mais tu t'enlèveras toute cette partie de gens qui est la majorité des gens aujourd'hui, qui n'en ont rien à faire de ça et qui préfèrent juste, si on leur dit ah bon on peut pas jouer sous un pseudo, sous un machin, ok je viens pas, c'est pas grave, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais faire autre chose. Voilà, et donc le problème c'est que pour les rooms, cette partie-là est tellement importante qu'ils peuvent pas s'en priver. Donc je ne pense que jamais ils le feront et que même si Party Poker le fait sur un truc très précis qui est un circuit live arrivé sur le online et où c'est totalement justifié parce qu'effectivement quand tu viens en live de toute façon on te connaît, même si on n'est pas sûr de ton nom, on voit ta tête et tout ça, donc ça ne change pas grand-chose. Mais pourquoi, à mon sens, ça ne pourra pas venir dans le temps et dans le futur, c'est pour ces raisons-là. Je pense que la majorité des gens qui ne sont pas nous, mais ne voudront pas avoir leur nom et prénom sur leur site pour toutes les raisons que j'ai citées. Là, tu te trompes, Florence. L'Argel est là pour ça, c'est l'État, c'est les lois. Si les lois disent l'anonymat n'existe pas, s'ils décident ça, les rooms, elles ont pas de pouvoir. Donc c'est au final que les rooms ne veuillent pas, on s'en fiche. Comme l'a dit Ben, si l'écosystème... Oui, mais les rooms... c'est les pros. Oui, mais les rooms parlent avec l'Argel. Tu te doutes bien. L'Argel, tant qu'ils ont l'identité des gens, ça leur suffit. Politique. Ok, donc là c'est politique, donc après il y a des enjeux politiques, peu importe, mais d'un point de vue factuel sur ce qui nous concerne, moi en tant que pro, j'ai le même avis que Ben, je m'en fous que financièrement je sois impacté et que je gagne moins d'argent, si ça donne la possibilité à l'ensemble des gens qui sont dans le poker à pouvoir justement avoir une perception face à l'erreur, la critique, qui les amène à être meilleurs que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc je suis vraiment contre le fait d'un argument qui dit on fait comme ça parce que les gens n'ont pas la capacité à pouvoir prendre en considération les choses positives d'une situation difficile telle que se faire critiquer. Ça c'est de ton point de vue à toi, mais c'est pas le point de vue des rooms actuellement. Les rooms, elles ont juste l'obligation de donner l'identité des gens, mais elles peuvent laisser le pseudo. On nous a demandé notre avis à nous. Oui, je sais, mais Les amis, je vous coupe parce que là ça va tourner en rond sur la fin. Non. Et il est déjà... Juste un truc, Loïc. Vas-y, je t'en prie, Julien. Ok. Donc moi, vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi, Florence. T'as amené vraiment de bons arguments. En revanche, je veux juste rapporter quelque chose de supplémentaire, un petit peu compléter ça, mais dans l'autre sens, plutôt avis Ben et Romain. Il y a quand même une limite à ça, c'est qu'aujourd'hui, de se cacher derrière un pseudo, ça pousse à la triche, et notamment en high stakes, où il y a l'apparition de bots, et dont Batmax, tu es très familier avec ce sujet. Et donc moi, je pense, a priori, de ce qu'on s'est dit là, que on ne peut pas non plus détruire l'écosystème. Je pense que Florence a vraiment raison. Il y a plein de gens qui ont honte de spew, qui assument pas, et de se cacher derrière un pseudo, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour nous, joueurs pros. Ok, alors je dis pas que c'est bien, je dis juste qu'on en bénéficie.
Mais je dis aussi qu'à partir d'une limite, et donc pourquoi pas la 10-20, NL2K, il faut absolument enlever de l'anonymat derrière les pseudos. Et aujourd'hui, les roues n'ont pas les moyens techniques de détecter qui sont les bots, qui ne sont pas, alors que les joueurs professionnels les ont le bagage technique et l'expérience nécessaire pour dire qui n'est pas censé jouer comme ça, par exemple. Et pour moi, c'est vraiment important d'enlever cet anonymat à partir d'un certain niveau. En revanche, je te rejoins complètement sur le fait que, effectivement, si le mec qui spew les 100 balles tous les week-ends, maintenant tu mets son vrai prénom, et qu'il y ait ses potes qui jouent sur la room ou quoi, il ne mettra pas forcément les 100 balles qu'il mettrait si c'était son abonnement. Comme ça, il va pas se mettre dans la merde financièrement. Là, pour moi, c'est un contexte qui est au-delà du personnel. C'est important que les gars, ils se mettent pas dans la merde financièrement. Quand tu me dis que le mec, il spew, bah tant mieux. Si mais c'est son le plaisir. fait qu'il ne soit... Je veux dire, c'est ce qu'il a envie de faire. Non, c'est des problèmes psychologiques personnels qui sont très rarement en relation avec le poker. Là on parle de non, mais quand il mindset, dit spew, c'est juste, il joue pas optimal, il prend plaisir à jouer, c'est ça qu'il veut dire, je pense. Oui, Pas... Ah, mais il y en a qui... Non, mais il y a plein de mecs super riches que vous voyez, enfin les baleines que vous avez sur votre table à steak, il y a plein de fois, c'est juste des mecs hyper riches. T'inquiète pas, ça les met pas du tout dans la merde de venir spew leur C'est pas 100 la balles. Je suis d'accord avec majorité. ça. Mais c'est pas la majorité. La majorité, ils jouent au-dessus de leurs moyens et ils s'endettent. On prend l'exemple de Brin Kenny qui est numéro 1. Il s'est endetté avant de réussir. Mais Comment ça, c'est tu te différent, retrouves c'est à la être scène autant high stake. Non, mais C'est vraiment différent. C'est un exemple. Et c'est valable. Moi, le nombre de joueurs que j'ai autour de moi au poker, en dehors du professionnel, je parle en dehors du professionnel, mais même au professionnel, il y en a une tonne qui sont endettés et qui jouent au-dessus de leurs moyens. Je Et suis. si Mais ça dans ce permet cas-là, à ces personnes-là... Ok, dans ce cas-là, 95% des joueurs sont perdants, Romain. Donc Ah bah, il y aurait c'est juste... c'est ce qu'a dit Il y aurait Alexis. juste plus de en poker. online, Il y aurait juste plus de poker online en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera un sacrifice de faire ça, je pense. Non, mais il y aurait juste plus. Enfin, tu vois, si dans ce cas-là on dit tous les mecs qui jouent au-dessus de leurs moyens ou machin, arrêtez de jouer, bah il y a plus de poker online. Il y aurait plus de casino, Non, il y pas aurait plus au-dessus de de casino moyen. non plus d'ailleurs. Bah non. Voilà. Pas se mettre dans des situations critiques. Non, bien sûr. Bah attends, mais après c'est évidemment pour ça que on répète et on le redit et l'Argel en ce moment dans cette situation de confinement le répète évidemment que ce soit dans les pubs, dans les mails qui sont envoyés aux joueurs et on le répète encore une fois ici sur cette émission. Évidemment, ne jouez pas au-dessus de vos moyens. Venez vous amuser que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui est répété. C'est dans le jeu responsable ce que les rooms ont mis en place. Maintenant, la réalité du marché, elle est comme elle est aussi aujourd'hui. Si les gens qui ne venaient pas perdre leur argent aux tables, si ces personnes-là ne venaient plus, il n'y aurait plus de poker en ligne. Sur ces mots intelligents, bienveillants et délicats de Florence Mazet, on va se quitter, les amis. Je vous remercie. C'était passionnant. C'était un bordel sans nom. On remercie Adrien Guyon qui n'a, je vous rappelle, plus les moyens de s'acheter un abonnement chez Free. Benjamin, merci beaucoup. On te retrouve sur Poker Academy et avec la team ATM. Merci à vous pour l'invitation. C'est grave cool. Julien, Vraiment intéressant. ah ben, c'était top. Julien, tu streams encore ou c'est fini là? Alors, c'était mon avant-dernier stream, donc hier c'était jeudi, pardon. Donc on a levé 4400 € pour la Fondation de France. Je vous invite vraiment à donner, c'était vraiment génial, on s'est bien amusé et je streamerai une dernière fois dimanche, donc demain. Je sais pas quand la vidéo sera Mardi, mise en ligne, c'est mais impeccable. voilà. Ah, bah voilà, c'était il y a 2 jours. Et franchement, on espère que c'était bien. C'était génial, j'ai pris un plaisir de fou, j'ai deep run et d'ailleurs, voilà, j'ai fait 2 TF. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon Max, sur Speed for Win, on te retrouve. Exactement, sur Spin for Win. Et si vous voulez un élément de réponse sur la question de la retraite, allez voir la vidéo Félicitations, vous êtes marié, petit placement de produit, qui parle un petit peu de cette question. C'est bien, il est fort, c'est bien joué. Très C'est pour fort. ça qu'il revient. Mon Romain, on retrouve toutes les infos de notre serre sur le site de notre serre. Exactement, et toujours sur le Twitch, parce qu'on est toujours régulier, et on restera présent sur le Et très Twitch. très souvent numéro 1 en ce moment en plus. Ouais, ça cartonne. En même temps, c'est super intéressant. Quand on Twitch, ouais. Sinon, non. Oui, mais c'est comme moi, quand j'y vais pas, je suis pas numéro 1. D'ailleurs, quand j'y vais, non plus. Et puis, vous voulez le meilleur du reportage, le meilleur de l'info, le plus beau sourire du poker français. Vous allez sur Poker Report de Florence Mazet. Et puis enfin, si vous voulez des conseils pour vivre dans sa voiture, vous appelez Adrien Guyon. Les amis, merci infiniment. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 4 débats et un confinement excellent mardi, puisque ce sera mardi. Excellent mardi à tous. On vous fait la bise. Ciao, ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Ciao.